c'est une valeur excellente de la culture juive. On n'est jamais content. Donc, ne pas être content, c'est extraordinaire. Parce que quand on est content, on ne fait plus rien. Il y a 13 ans, le professeur Daniel Zeifman a été élu président du très prestigieux Institut Weizmann dans lequel nous nous trouvons. Il n'avait alors que 47 ans et de facto est devenu le plus jeune président de cet institut. Aujourd'hui, alors qu'il termine son mandat à la présidence de l'Institut Weizmann, nous avons voulu le rencontrer et nous avons découvert, dans le cadre des préparations de cet entretien, qu'il était originaire de Belgique. Un entretien passionnant que nous vous invitons à découvrir. Professeur Daniel Zeifman, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir accueillis ici dans votre, on va dire, dans votre fief du Machon Weizmann, de cet institut. Avec vous, je voudrais que durant cet entretien, nous essayions de parler de votre carrière et parler aussi de ce qui a précédé votre carrière professionnelle particulièrement brillante, on va dire exceptionnelle. Alors, qui êtes-vous, professeur Zeifman? Eh bien, effectivement, je suis né à Bruxelles il y a de ça exactement 60 ans. Je suis arrivé en Israël il y a de ça exactement 40 ans. Je suis né à Bruxelles, dans une famille qui est sortie de l'Holocauste, je dirais peut-être très typique même, de ce point de vue-là. Très très petite famille, réduite par l'Holocauste d'ailleurs, d'une mère qui probablement, qui avait une sœur mais qui est relativement seule, et d'un père qui était relativement éduqué comme ingénieur en électricité. D'origine qui sont nés en Belgique par hasard, tous les deux, mais de familles polonaises en fait. De gens qui sont venus de Pologne dans les années 20, dans les années 25, immigrés, partis de la Pologne avant que le nazisme arrive, pour des raisons probablement de travail, de trouver un travail, je parle de mes grands-parents, qui ont atterri en Belgique, ils sont en fait de leurs familles respectives les seules personnes nées en Belgique. Donc ce sont deux familles polonaises, que mes parents sont nés en Belgique et donc je considère ça comme un hasard. Ce n'est pas vraiment la Belgique en tant qu'une longue durée, une longue famille qui a des sources belges. Quand on me demande qui je suis, je dis, avant d'être belge, je crois que je suis juif. C'est plutôt ma nationalité. Ça, c'était le bagage, on va dire, identitaire principal que vous avez sans l'avoir dans la famille jamais après expliqué, la Shoah. Mais je pense que c'est vraiment le genre de sous-texte. Et dans cette ambiance-là, nous avons été éduqués comme des enfants tout à fait normaux, mais depuis l'âge relativement jeune, c'est-à-dire 6-7 ans, et ma sœur et moi, on fait partie d'un mouvement de jeunesse sioniste qui s'appelle la Shomer HaTzaïr à Bruxelles, et qui, je dirais pour moi, était franchement plus important que l'école. C'est-à-dire qu'on allait à l'école, une école tout à fait normale. Pas une école juive. Pas une école juive du tout. Ma famille n'est pas du tout religieuse, peut-être Seder de Pessah et autre chose, comme toute famille juive, mais pas plus que ça. Mes parents vont à la synagogue une fois par an à Yom Kippour, ça s'arrête là. Mais je pense que l'Holocauste a pesé lourd, sans jamais vraiment y parler. On n'en parlait pas à la maison? Non, ce n'est pas vraiment un sujet de conversation, bien que ma mère effectivement a perdu beaucoup de sa famille dans l'Holocauste, et mon père une partie. Mais ce n'est pas un sujet de conversation, mais c'est un sujet de tension. C'est clair que c'est présent, c'est clair que tout s'est passé, c'est clair qu'on ne veut pas en parler non plus. Et la chose la plus importante, je dirais, qui s'est passée pour moi en Belgique pendant une partie du moment où je m'en souviens, disons l'âge de 6, 7 ans, 8 ans, c'est le fait qu'une ou deux fois par semaine, on se retrouve à la Shomer HaTzaïr dans une ambiance juive, effectivement, et sioniste, et que ces 2 jours-là sont plus importants que tout ce qui se passe pendant toute la semaine à l'école. Ça, j'en suis sûr et certain. C'est très clair pour moi. Il y a dans ce Cannes de la Shomer HaTzaïr à Bruxelles d'autres personnalités. Vous me disiez tout à l'heure que Michel Kishka, que nous connaissons bien, était votre madrir à une certaine période. Donc, est-ce qu'il y a une recette particulière, miracle, qui a fait que ce groupe de la Shomer HaTzaïr de Bruxelles de cette époque a produit des gens qui sont célèbres dans la réalité israélienne d'aujourd'hui? Il y avait une ambiance de responsabilité. On faisait partie d'un groupe, mais que chacun était responsable pour quelque chose, et qu'il y avait cette éducation qui demandait à chacun de devenir un leader, de devenir quelqu'un qui avait un impact sur l'environnement, qui était engagé.
Ça peut être à n'importe quel niveau, au niveau le plus simple, comme organiser quelque chose pour la soirée, ou de faire des choses plus grandes, d'organiser une grande soirée pour le Ken de la Shemerat Tzahir. Chacun avait une responsabilité qui grandissait avec l'âge. Et c'était une manière ou une autre de donner à nous, comme jeunes enfants ou jeunes adultes, jusqu'à l'âge de 18 ans, une compréhension de ce que ça veut dire de dire on veut faire quelque chose, mais si on veut dire qu'on veut faire quelque chose, il faut aussi le faire. Il y avait cette ambiance où ça ne suffit pas de parler de ce qu'on veut faire, il faut aussi le faire. Et quand quelqu'un disait qu'il faut faire quelque chose, on disait bien, ça ne suffit pas de le dire, fais-le. Et fais-le bien aussi. Et fais-le bien aussi, et fais-le pour tout le monde. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de gens qui parlent d'éducation pour leadership, comme on dit, pour l'engagement. Pour l'engagement. Je ne connais pas ce genre d'éducation. Ce que je connais, c'est prendre des jeunes gens, de leur donner des responsabilités relativement tôt. Et je pense que ce qui se passait là-bas, c'était effectivement qu'on donnait à des jeunes gens des responsabilités de faire des choses pas très importantes, mais des responsabilités. Et que à chaque tranche d'âge, il y avait cette responsabilité qui augmentait jusqu'au moment où on devenait Madrir, où on devenait même Roshken, qui était quelque chose à l'âge de 15 ans, 16 ans de très important, et avec beaucoup d'enfants, et dont on avait une liberté assez grande aussi de le faire. Alors naturellement, à partir du moment où on prend ses responsabilités, l'Aliyah, en tant que telle, c'était incontournable, c'était évident? Pour moi, oui. Pendant toutes ces années, l'histoire d'Israël, les valeurs juives, ce que ça veut dire, quelles responsabilités nous avons, c'est quoi le rôle de la culture juive, sont toujours racontées, sont toujours expliquées, sans vraiment devenir quelque chose d'imposant. Ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire, ce n'est pas quelque chose qui est là pour laver le cerveau ou quoi que ce soit, mais c'est une partie de ce qu'on fait dans ce groupe-là, d'accord, de ce qu'on respecte, de la manière dont on se conduit, ce que j'appelle aujourd'hui la culture juive. Et donc, effectivement, Israël comme finalement un endroit où, après 2000 ans d'histoire juive qu'on apprend pendant cette période-là, nous avons finalement un endroit où nous pouvons devenir un peuple, se retrouve toujours chaque semaine, si vous voulez, dans les commentaires, dans ce qu'on apprend, dans ce qu'on discute, les raisons pour lesquelles on le fait. Donc tout y est là-dedans. Et effectivement, à un certain moment, ça devient important, sans vraiment comprendre pourquoi, jusqu'au moment où je suis arrivé en Israël la première fois, comme touriste, dans le groupe de la Shemerat Tzahir, et j'ai remarqué une chose qui m'a plu énormément. C'est que j'ai vu ici des jeunes gens qui avaient mon âge, je dirais 16 ans, 17 ans, et qui avaient beaucoup plus de responsabilités que celles que j'avais. Dans l'esprit de quelqu'un qui a 16-17 ans, l'âge n'a aucune importance. Par contre, en Europe, nous le savons très bien, la société est fortement stratifiée. En Europe, on fait des choses à un certain âge. Pour devenir professeur d'université, il faut avoir une barbe blanche et avoir 50 ans. Pour changer quelque chose, on ne va pas donner quelqu'un à l'âge de 16 ans, 18 ans de faire quelque chose de dramatique. En Israël, en 1970, en 1980, et encore aujourd'hui, l'armée peut être le meilleur exemple. On prend des enfants qui ont 18 ans, on leur donne une responsabilité extraordinaire. On ne se rend pas compte qu'on fait ça, on leur donne une très très forte responsabilité. Sans le comprendre encore une fois, j'ai admiré ce genre de choses-là et je pense que ça m'a parlé énormément. Je pensais toujours qu'il faut donner aux gens jeunes de faire la révolution, la Shemerat Tzahir. Et c'était également une valeur qu'il faut écouter les jeunes et qu'il faut leur donner le droit de la parole, mais aussi le droit de faire, et le droit de se tromper, et le droit d'essayer, et le droit de rater son coup. Et je pense qu'Israël à ce moment-là était vraiment comme ça. Je voyais des jeunes gens de l'âge de 16 ans, 18 ans, ils allaient à l'armée, ils faisaient des choses qui étaient inconnues pour moi. Et donc à part les valeurs du sionisme, à part la valeur de l'État d'Israël, je pense que cette idée que l'âge a beaucoup moins d'importance en Israël était quelque chose qui était pour moi comme magique. Et c'est encore le cas aujourd'hui. J'ai même comparé ça, je me rappelle, j'avais toujours entendu cette phrase, on disait que les États-Unis étaient l'endroit où on pouvait développer tout ce qu'on voulait et que the sky is the limit. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte qu'Israël était comme ça également. Ouais. Peut-être plus. Peut-être même plus. Aujourd'hui, sûrement plus. Et c'est ce qui vous conduit d'une certaine manière à concrétiser cet engagement, cet idéal, et à venir en Israël, on va dire, tout de suite après votre baccalauréat? Absolument, oui. On poursuit un petit peu la chronologie de votre vie. Tout de suite, la physique, c'est votre passion. Comment elle a grandi, cette passion d'être un physicien? Donc, comme je vous l'ai dit, mon père était un ingénieur en électricité et il a eu cette grande idée de me laisser jouer dans son atelier.
Donc depuis l'âge, je pense, de 4, 5, 6 ans, j'ai aucune idée. Avant de pouvoir écrire et lire, je me retrouvais chez lui, dans son laboratoire, atelier, il faisait son travail, où il me permettait de venir jouer, de faire tout ce que je voulais, sans jamais me limiter, y compris de m'électrocuter, et de découvrir en fait un monde extraordinaire, que quand on prend des pièces séparées et qu'on les met ensemble, elles peuvent faire des choses que pour moi, ces pièces séparées ne pouvaient pas l'expliquer. C'est ça en fait l'électricité, on prend des résistances, des transistors, des lampes, on met tout ensemble, on connecte, et quelque chose se passe, un miracle. C'était la magie, c'était mon Lego, c'était là où je venais jouer. Et j'ai joué là-bas pendant des années. Et puis à un moment, je suis devenu frustré. Je suis devenu frustré parce que je pouvais mettre les pièces ensemble, je pouvais construire des choses inimaginables, je pouvais construire une radio, je pouvais faire des choses que je pouvais mettre les pièces ensemble, mais je ne comprenais pas pourquoi ça fonctionnait. Donc je me rappelle très bien qu'à l'âge de 14-15 ans, je pense, j'ai décidé que j'allais essayer de comprendre pourquoi, quand on met toutes ces pièces ensemble, les choses fonctionnent comme elles fonctionnent. Et ce qui m'intéressait le plus, et qui était pour moi magique, c'était la radio. La radio est quelque chose de magique. On prend une boîte, on met des résistances, des transistors, on met 2 piles, et on entend quelqu'un parler sans le voir. Comment est-ce que cette voix arrive à cette radio ? Une antenne, tout le monde va me dire une antenne, ce sont les ondes électromagnétiques. Et donc à l'âge de 14 ans, je me souviens parfaitement d'avoir été dans une bibliothèque, à Bruxelles, et d'avoir cherché des livres qui pouvaient m'expliquer comment ça fonctionnait. J'ai trouvé un livre, je l'ai ouvert, et je n'ai rien compris. Parce qu'à l'âge de 14 ans, avec les éléments de mathématiques qu'on a... Vous étiez déjà un bon élève ? Pas très bon. Pas particulièrement ? Non, pas particulièrement, non. Moyen, mais survivre. C'était le but, comme tout enfant à l'école. Il y a des choses plus intéressantes à faire. La chômage à tir était bien plus intéressante que l'école. Mais j'étais très curieux. Pas la matière qu'on apprenait à l'école, mais plutôt ce genre de choses-là. Et ça m'a frustré le fait que de prendre ce livre qui essayait de m'expliquer comment une radio fonctionnait et que je ne pouvais pas comprendre. Et j'ai essayé de m'impliquer là-dedans. Et je me suis rendu compte que pour comprendre ce genre de choses-là, il faut étudier la physique, en fait. C'est là la base de toutes ces choses-là. Et donc, depuis l'âge 14-15 ans, je me suis rendu compte que ce genre de choses-là m'intéressait. Je ne crois pas que j'ai dit physique, mais j'ai dit la science fondamentale, une partie. Je ne crois pas qu'à l'âge de 14-15 ans, on comprend exactement la relation entre une radio et la physique, mais ce n'est pas important. C'était dans ma tête. Et donc, quand je suis venu en Israël, la première chose que j'ai fait, c'était de m'inscrire au Technion. Mon père, parce qu'il pensait que j'allais devenir un ingénieur en électricité, et moi, sachant que je voulais devenir un physicien. Il y avait une petite contradiction entre nous deux, mais ce n'était pas un grand problème. Et donc j'ai appris l'hébreu, j'étais dans une mechina pendant 1 an. Il a fallu faire un examen pour entrer au Technion que j'ai passé, que j'ai réussi. Et j'ai commencé donc en 1979, je suis arrivé en Israël. Et en 1980, j'ai commencé mes études de physique au Technion. Ce qui vous caractérise, et nous en avons parlé hors antenne, c'est votre intégration, on va dire, exceptionnellement rapide. On peut dire que vous êtes tout de suite tombé dans le bain de la réalité israélienne, sans avoir passé par cette période de transition que de nombreux Olim Hadashim vivent, y compris même les plus jeunes, y compris les étudiants, qui ressentent le besoin peu à peu de s'habituer à la réalité israélienne. Tout de suite, vous êtes rentré dans le bain. Comment vous expliquez ça ? Je ne suis pas sûr que j'ai une explication. Je me rappelle très bien d'être rentré dans le bain immédiatement, à tel point qu'aujourd'hui, je ne me rappelle même pas de la difficulté du langage. Je connaissais très peu d'hébreu, je l'ai appris très rapidement, et je suis arrivé au mois d'août, et au mois de janvier, j'avais des cours de physique et de mathématiques en hébreu, qui ne représentaient aucun problème pour moi. Une année plus tard, j'étais à l'université en écoutant des cours entiers en hébreu, de physique, mathématiques. Bon, c'est pas de la philosophie, effectivement, c'est plus simple, mais avec une volonté de s'intégrer et de devenir israélien immédiatement. Et je pense que la volonté était justement de cette partie de cette jeunesse qui avait le droit de faire ce qu'elle voulait faire. Je pense que j'avais envie de faire part de cette jeunesse qui disait « je veux faire ce que j'ai envie de faire », parce que ce qu'on a envie de faire à 20 ans, c'est de faire ce qu'on a envie, et pour ça, il faut que je sois comme ces gens-là. Et donc, je deviens israélien immédiatement, d'une manière mentale. Parce que pour moi, c'était l'égalité. Donc si j'étais israélien, que je me comportais comme eux, je pourrais faire ce que je voulais. Vous êtes très rapidement devenu professeur, on va raccourcir votre biographie, mais vous êtes très rapidement devenu professeur. Et est-ce que justement,
vous mettez la rapidité de votre carrière sur ce fait, d'une part de votre curiosité suscitée dans l'atelier de votre père, et de la part de cette ouverture d'esprit qui caractérise, on va dire, l'académie, le milieu universitaire en Israël? J'ai reçu mon doctorat en 1988, j'ai fait l'armée également. J'ai vécu aux États-Unis pendant 2 ans, entre 1989 et 1991, et je suis arrivé ici à l'Institut Weizmann en 1991. Je pense que cette raison-là, c'est parce que je n'ai jamais cherché à être quelqu'un. Je ne voulais pas être professeur, ni docteur, ni physicien. J'avais envie de faire ce qui m'intéressait. Ma carrière était de poursuivre ma curiosité, sans jamais penser où j'allais travailler, ce que j'allais faire, comment j'allais gagner de l'argent. J'avais envie de faire ce que j'avais envie de faire. Et tout le reste ne m'intéressait pas. Je ne me suis jamais inquiété si j'allais avoir une carrière, si j'allais avoir un travail. D'une manière ou d'une autre, toutes ces possibilités sont arrivées à moi avant que je suis allé les chercher. Et je pense que c'est parce que j'avais vraiment envie de faire ce que je voulais, que quand on a envie de faire ce qu'on veut faire, on devient excellent en ce qu'on veut faire. Parce qu'en fait, dans le mode de l'éducation d'aujourd'hui, si on arrive à aligner une volonté personnelle à un besoin de la société, les choses s'alignent parfaitement et on n'a même pas l'impression d'avoir travaillé. On parle beaucoup d'éducation en Israël et nous sommes entre la rentrée scolaire et la rentrée universitaire. On parle beaucoup du savoir et de la manière dont aujourd'hui dans les universités ou dans les écoles, dans les lycées, on enseigne. Est-ce qu'il y a cette recherche qui vous avez subjuguée à l'époque lorsque vous avez fait votre Aliyah, est-ce qu'elle existe toujours dans l'enseignement israélien, dans l'éducation nationale en Israël, cette curiosité? Est-ce que par hasard, parfois, justement ce qui peut paraître comme un handicap est en fait un atout, ce qui paraît, c'est-à-dire le fait qu'il y a un grand balagan parfois dans certaines classes et que les élèves posent des questions un peu de n'importe quoi. Est-ce qu'il y a une recette miracle qui fait de l'enseignement israélien quelque part quelque chose de plus positif que l'image qu'il en a? J'en suis persuadé en fait. Il y a énormément de critiques sur l'enseignement. Parlons des écoles. D'abord, les écoles et les universités sont 2 choses différentes. Il y a beaucoup de critiques du système scolaire israélien, de leurs valeurs, et de ce que les enfants apprennent à l'école. Et effectivement, si on essaie de mesurer, le mot mesurer est important parce qu'à mon avis, c'est un mauvais mot, mais je vais l'utiliser pour un moment. Si on essaie de mesurer un système d'éducation, on va le baser sur le résultat d'examens internationaux. Par exemple, le fameux PISA. Qui essaye de donner un ranking, qu'on appelle ça, donc un classement à différents pays, dans lequel Singapour et autres pays se trouvent numéro 1, Israël se trouve au milieu, et après Israël, à propos, se trouvent les États-Unis. D'accord, c'est impressionnant quand même de savoir que les États-Unis sont bien en bas, sont sur la seconde moitié du classement. Intéressant. Et donc, ces résultats-là sont basés en fait sur le fait qu'on va demander à des enfants, par exemple, de résoudre des problèmes de mathématiques. On leur donne un examen qui sera le même et à Singapour, et en Israël, aux États-Unis, en Allemagne ou en France, où vous voulez. Et donc, on verra les résultats et on va classifier. On va donc faire ce classement en fonction de ceux qui répondront le mieux. Et on remarquera effectivement que les enfants à Singapour connaissent les mathématiques mieux que les enfants d'Israël aux États-Unis. Impressionnant. Donc un jour, il y a de ça quelques années, j'étais à Singapour et j'ai rencontré le ministre de l'Éducation de Singapour. Dans cette rencontre-là, il me demande « Expliquez-moi comment le système israélien est tellement bon ». Je dis « Mais le classement est juste le contraire. Singapour est numéro 1 ou numéro 2, Israël numéro 40, etc. » Il dit « Non. Ça, c'est le classement. Mais regardez ce que vous faites avec les enfants qui sortent de l'école et regardez ce que nous faisons. Regardez ce qu'Israël a fait au point de vue high-tech et ce que Singapour a fait avec high-tech. Donc ça n'a rien à voir. Et pour lui et pour moi, quelque chose qui pour moi était bien compréhensible, tout ce genre de classement, de fait qu'on essaie d'utiliser des nombres, des chiffres pour créer un classement de système d'éducation n'a aucune valeur. C'est ce qui explique peut-être le paradoxe entre le fait que, par exemple, l'Institut Weizmann, sous votre présidence, a été classé second institut scientifique au monde par la revue Nature et d'un autre côté, le classement de Shanghai place les universités israéliennes très bas, y compris le Machon Weizmann. Oui, tous ces classements-là, vous savez, ça peut se faire, ce qu'on appelle reverse engineering, on peut changer ces classements-là d'une manière très facile. Mais pour revenir à l'éducation, je pense qu'il y a une chose que les gens oublient. Le but d'un système d'éducation, l'école spécifiquement, n'est pas que nos enfants sortent avec un baccalauréat avec des notes très élevées. Ça, c'est simple à faire. Le but d'un système d'éducation est
on crée des gens qui, quand ils ont l'âge de 40 ans, 50 ans, ils le remettent à la société ce qu'ils ont reçu dans leur système d'éducation. Ça, c'est le vrai but d'un système d'éducation. On ne peut pas créer un système d'éducation dont on veut uniquement des enfants qui savent très très bien l'anglais, les mathématiques, la physique, la philosophie. On le veut, effectivement, mais ça ne peut pas s'imiter uniquement à ça. Et ça ne peut pas être un système qui va optimiser uniquement ces valeurs-là. Il faut aussi optimiser les valeurs humaines, les valeurs de contribution à la société et les valeurs de curiosité, qui est en fait, je dirais, le moteur le plus important le questionnement. Le questionnement. Pour compléter cette histoire de Singapour, la deuxième partie de cette histoire, qui m'a mis les choses bien en place, c'est quand j'ai travaillé en Allemagne, qui est un peu un modèle singapourien, où effectivement, encore une fois, on m'a demandé, et c'était là même le président de l'État, le président d'Allemagne m'a demandé, vu que j'ai travaillé en Allemagne et que je suis devenu président de l'Institut Weizmann, m'a demandé où est la science, où on fait la meilleure science, en Allemagne ou en Israël. Vous imaginez bien, vous êtes en face du président de l'Allemagne, qu'allez-vous lui répondre? Que la science est meilleure en Allemagne ou en Israël? C'est pas important ce que vous allez répondre, vous en sortirez mal. Donc je lui ai dit, vous savez, la science en Israël et la science en Allemagne, on l'a fait de la même manière qu'un chauffeur conduit une voiture en Israël ou un chauffeur conduit une voiture en Allemagne. Êtes-vous venu en Israël? Il m'a dit, oui, vous avez vu comment nous conduisons une voiture? Il m'a dit, oui, c'est terrible. Mais vous voyez, nous faisons la science comme nous conduisons une voiture, et vous faites de la science comme vous conduisez une voiture en Allemagne. Il m'a dit, j'ai compris. Dans toute cette histoire-là d'éducation et de valeurs, et ce que nous voulons d'un système d'éducation, c'est d'avoir des gens qui vont créer de nouvelles idées et qui sont capables de les réaliser. On y revient en fait à ce que j'ai parlé quand j'avais l'âge de 10 ans. Du fait que ce n'est pas suffisant d'avoir uniquement toutes les connaissances. Savoir, c'est toujours quelque chose qu'on peut apprendre. Le savoir peut toujours s'apprendre. Ce que nous devons éduquer les enfants, c'est de faire quelque chose avec leur savoir. C'est leur possibilité d'utiliser ce qu'ils ont et de faire quelque chose qui va faire avancer la société ou les faire avancer eux-mêmes, ou créer un marché, ou créer de nouvelles idées, ou de nouvelles images, de nouveaux films, de nouvelles sciences, c'est pas important. Et cette possibilité d'éduquer les gens à prendre leur bagage intellectuel et de faire quelque chose avec est quelque chose qui est bien mieux réussi en Israël que dans d'autres pays. Mais il faut être encadré, et il faut être encadré par des gens de qualité aussi. Il faut être encadré de gens de qualité, mais il faut aussi des gens qui laissent cette liberté, encore une fois on y revient aux enfants, d'essayer, de se tromper, de ne pas réussir et d'essayer encore une fois. En fait, vous dites que ça, c'est la clé, par exemple, de la réussite d'Israël en matière de haute technologie, qui fait d'Israël la start-up nation. Les ingénieurs israéliens ne sont pas meilleurs que les ingénieurs américains ou français. Ils ne sont pas meilleurs. Ils sont peut-être, à la limite, peut-être un petit peu moins bons. Mais ils ont cette volonté d'essayer et de rater leur coup. Et de recommencer encore une fois. Sans jamais se plaindre et sans jamais avoir peur de rater son coup. Et si dans l'école, tout ce qu'on apprend aux enfants, c'est de prendre un exercice et de les juger uniquement à la réponse qu'on donne à cet exercice, qui est la seule réponse qui existe d'ailleurs. Quand on donne un exercice à un enfant, dans tous les domaines, on va juger sa réponse en fonction de la bonne réponse et de la mauvaise réponse. Par contre, dans la vie réelle, dans tous les problèmes que nous avons, il n'y a pas vraiment une seule réponse, il y a beaucoup de réponses aussi. Et donc le système d'éducation traditionnel va apprendre aux enfants qu'il y a une seule réponse à une question, alors que la vie est tout à fait différente. La vie, il y a beaucoup de questions, et à chaque question, il y a beaucoup de réponses. Le système israélien donne cette possibilité aux enfants de s'exprimer et d'être en conflit avec leurs professeurs. Alors là, je vais poser une question au président de l'Institut Weizmann. Vous êtes, d'un côté, l'Institut Weizmann, c'est l'institut par excellence de recherche, et d'un autre côté, la société israélienne, c'est aussi la société des startups. Est-ce qu'il n'y a pas une dissonance d'un côté entre cette aspiration à rechercher toujours et la volonté de certains start-upistes israéliens à faire justement, à découvrir très rapidement l'application qui sera la plus performante et à la vendre, la commercialiser à l'extérieur. Il n'y a pas un paradoxe entre le labeur incessant du chercheur qui cherche et cherche et cherche dans l'espoir toujours de trouver, et justement cette volonté qui d'une certaine manière fait d'Israël ce qu'il est, de chercher des startups et de faire fonctionner, développer des startups. Le monde de la recherche ne doit pas être uniforme. Il ne peut pas être uniforme. Dans le monde de la recherche, il y a deux extrêmes, et tout ce qui est au milieu également. Une extrême, c'est faire ce que l'Institut Weizmann fait, c'est-à-dire faire de la recherche fondamentale qui permet de découvrir de nouvelles structures, de nouvelles théories, de nouveaux processus qui se passent dans la nature ou artificiels, comment l'univers a-t-il été créé, comment les cellules fonctionnent, c'est quoi un neurone, etc. Et il y a l'autre extrémité qui est le start-up qui dit
je vais employer tout ce qui était découvert pour faire quelque chose. Mais le monde du start-up n'existe plus dans 20 ans s'il n'y a pas de recherche fondamentale. Donc les choses sont liées. Et l'avantage de l'État d'Israël, c'est que nous avons, en un seul endroit, dans un petit pays, la route qui nous amène depuis la recherche fondamentale, où effectivement un chercheur peut travailler pendant 30 ans sur un problème qui n'a pas l'air très important aujourd'hui, mais qui dans 30 ans deviendra la frontière de la technologie. Prenez par exemple Waze, qui est une start-up israélienne, qui a été vendue pour une somme énorme à Google. Waze est basé en fait sur, ne fonctionnerait pas, je dirais, sans la théorie de la relativité d'Einstein. Mais Einstein a découvert cette théorie en 1905 et 1915. Ça a pris pratiquement 100 ans. Il n'y avait aucune connexion entre la découverte d'Einstein et Waze. Mais Waze ne peut pas fonctionner sans ça. Et donc, avoir toute cette panoplie, je veux dire, d'outils dans un seul pays où on peut se permettre de faire et de la recherche fondamentale et du start-up, en passant par l'ingénierie, qui est technique principalement, et à Tel Aviv et Jérusalem. Donc, il ne faut pas regarder le monde de la recherche comme un monde uniforme, ou se demander quelle est la chose la plus importante à faire. Il y a énormément de choses à faire, et il y a beaucoup de pièces à bouger, et les startups n'existeraient pas sans la recherche fondamentale. La recherche fondamentale n'a pas de valeur appliquée sans avoir ce monde de start-up. Ce qui fait que, si je vous comprends bien, vous n'êtes pas particulièrement pessimiste et vous ne partagez pas les estimations plutôt défaitistes de certains prix Nobel scientifiques israéliens qui disent qu'aujourd'hui l'éducation israélienne a baissé de niveau et que si on n'insiste pas, si on n'investit pas plus, on n'aura plus de prix Nobel israéliens comme on en a eu beaucoup ces dernières années. Je veux dire deux choses contradictoires. D'abord, je suis sûr que nous aurons encore des prix Nobel, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir dans l'éducation. D'abord, il y a une valeur ici qui est une valeur israélienne juive. On va toujours se plaindre. Ouais. D'accord ? Donc même si on avait le niveau éducationnel le plus élevé, et je ne sais pas comment le mesurer, parce que je refuse de mettre un nombre, un chiffre à cette chose-là, on va toujours se plaindre. C'est une valeur excellente de la culture juive. On n'est jamais content. D'accord ? Donc, de ne pas être content, c'est extraordinaire. Parce que quand on est content, on ne fait plus rien. Alors, est-ce que le système fonctionne parfaitement ? Non. Est-ce qu'il faut investir ? Absolument. Est-ce qu'il faut le changer ? Absolument. Est-il aussi mauvais qu'on le présente ? Non. La réalité est là. S'il était tellement mauvais, on n'aurait pas 50% du marché israélien basé sur cette technologie. Ça n'existerait pas. Donc, il semble y avoir plusieurs pièces qui doivent être bougées, certaines contradictions, mais encore une fois, dans le monde israélien, dans le monde juif, la contradiction fait partie en fait de la discussion et de l'enrichissement. Et je pense que l'avantage que nous avons ici, c'est justement ces discussions, c'est justement cette contradiction, c'est justement le fait que... De ne pas avoir froid aux yeux. De ne pas avoir froid aux yeux et de toujours dire aux autres, je sais mieux, parce que ce qui est en général pas vrai, mais ce n'est pas important. Le fait de le dire nous donne confiance et nous donne peut-être aussi la volonté d'essayer des choses que d'autres n'existeraient pas. Le monde des startups est un monde d'échecs. Ce que les gens entendent, c'est uniquement les startups qui ont réussi. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que 90% ne fonctionnent pas. Dans quel autre pays sommes-nous capables de prendre 90% d'échecs et de uniquement se baser sur les 10% qui réussissent ? Et de même de ne pas y être content. Donc c'est une valeur ici qui est unique. Ça se passe dans un autre pays qui s'appelle les États-Unis. Et ça se passe principalement parce qu'eux également ont une communauté, ont un esprit international, en tous les cas jusqu'à présent. Quand vous regardez le monde des startups à Silicon Valley, vous remarquez que la plupart des gens, une grande partie en tous les cas, ne sont pas américains. Ce sont des immigrés qui font ça. Indiens, Chinois, Coréens, etc., etc. Et les États-Unis savent que ce monde vive grâce à l'immigration. Israël est la même chose. Israël est un pays d'immigration. Les immigrants ont joué un rôle extrêmement important dans la culture israélienne. La culture israélienne, finalement, n'existe que comme une combinaison assez bizarre de gens qui ont la particularité d'être juifs, mais qui finalement viennent de cultures très différentes. Et ces cultures différentes, on en parle encore aujourd'hui, Ashkenazim, Sfaradim, Temanim, Haridim, vraiment un puzzle extraordinaire, un avantage unique. C'est uniquement en ayant un puzzle comme celui-là, en ayant toutes ces différences, qu'on arrive à créer quelque chose de nouveau. Quand le monde est uniforme et qu'il est homogène, que tout le monde ressemble l'un à l'autre, que tout le monde ait les mêmes idées, que tout le monde parle le même langage et que tout le monde prie au même Dieu, on n'arrive à rien. Est-ce qu'il y a un génie juif ? Non. C'est ça le génie juif, c'est-à-dire c'est ce que vous venez d'expliquer, que finalement... Le génie juif n'existe pas. Ce qui existe, c'est une culture juive qui nous pousse, par exemple, à toujours poser des questions. Une des choses les plus belles dans la religion juive,
et je ne suis pas du tout religieux, c'est le fait que des valeurs principales, c'est de poser des questions. À tel point que je pense que même dans les endroits les plus orthodoxes de la religion juive, ce qui est le plus apprécié, c'est quand l'élève à la yeshiva a posé des questions et va en fait discuter avec son rabbin. C'est ça la chavruta. Voilà, c'est le fait, ça s'appelle pilpoul en hébreu. C'est le fait qu'on ne va pas accepter directement, que ce n'est pas parce que quelqu'un a une barbe qu'on va accepter ce qu'il va lui dire. Même chose dans la science, c'est pas parce qu'un chercheur a une barbe, blanche en général, et qu'il nous dit c'est comme ça que ça fonctionne, qu'on va le croire. En fait, dans l'esprit israélien juif, le fait qu'on m'a dit que c'est impossible va créer en moi l'envie de prouver juste le contraire. Parce que, effectivement, comme tout le monde, je sais mieux que n'importe qui. Ce qui n'est pas vrai. Mais c'est cet esprit qui nous permet d'essayer et de pousser les limites. Et c'est pour ça que ces startups fonctionnent. Et c'est pour ça qu'effectivement, 25% des prix Nobel sont juifs. Ce qui est extraordinaire, c'est pratiquement 1000 fois plus que ce que nous pouvons espérer. C'est pas parce qu'il y a un génie juif, c'est parce que nous sommes toujours poussés à renouveler nos questions, de ne pas être satisfaits par ce qui a été trouvé, et de ne jamais croire, parce que quelqu'un nous a dit c'est impossible, que c'est effectivement impossible. Est-ce que je peux vous poser peut-être une question historique? Est-ce que vous pensez que la Haskalah, la période de la Haskalah, de l'ouverture, on va dire, d'une partie du peuple juif, justement de ces Talmidei Chachamim, de ces sages qui ont voulu s'ouvrir au monde, il y a un lien avec le développement de la révolution industrielle? C'est quasiment, on va dire, la même période. Est-ce que peut-être que le fait que une partie du monde juif a quitté, on va dire, le monde des yeshivot pour s'ouvrir, on va dire, au monde plus général, est lié à apporter sa contribution à ce développement que l'on a connu au XVIIIe siècle, XIXe siècle? Je pense que la contribution du peuple juif, la culture en général, pas seulement la science, musique, littérature, etc., est exceptionnelle. Ça n'a rien à voir avec le génie juif, ça a à voir à cette culture juive qui effectivement est basée au Talmid Chacham. D'accord ? C'est peut-être pas les mêmes personnes, c'est peut-être pas parce qu'il l'a appris là-bas qu'il va le faire ici. Une culture, c'est ça. C'est là où se trouve la valeur de la culture. On ne peut pas le décrire, ça ne s'apprend pas. Si vous amenez quelqu'un à l'école pour lui apprendre ça, ça ne fonctionnera pas. Ça fonctionne parce que vous êtes né dans cette ambiance, dans cet esprit, et que c'est transmis d'une manière orale, de manière culturelle en fait, par toute une série indéfinie de traditions qui nous amènent à être aujourd'hui. Les gens qui sont aujourd'hui en Israël et qui sont complètement laïcs, qui ne croient pas en Dieu, qui n'ont rien à voir avec leur religion juive, sont juifs, par culture. Et cette valeur-là peut être reconnaître, on peut la reconnaître, et elle fait partie de la culture israélienne. Et je pense que c'est quelque chose que nous ne devons pas perdre. C'est pas facile à garder. C'est important à le développer. Et en fait, l'Institut Weizmann travaille dans ce mode-là, dans le fait où les étudiants viennent ici. Vous, durant vos mandats de président, pendant les 12 ans où vous avez dirigé, où vous avez présidé cet institut, vous avez été dans ce sens, vous avez voulu développer, ça a été l'un de vos objectifs? Absolument. D'abord, c'est 13 ans, pas 12 ans, mais c'est important. Le fait est que l'Institut Weizmann n'est pas dirigé par le président. D'accord ? Le président est le président. La science est faite par les gens qui posent des questions. D'accord ? En science, la chose la plus importante à faire, ce n'est pas de trouver des réponses, c'est de poser la bonne question. Imaginez-vous un chercheur, la chose la plus importante qu'il va faire, c'est de trouver la question. Parce qu'il y a tellement de choses à rechercher, il y a tellement de choses que nous ne savons pas, et on peut se demander comment le chercheur va poser la première question. Une chose que nous sommes très bons à faire, c'est de poser ces questions, c'est de pouvoir arriver à la meilleure question possible. Le président ne va jamais influencer ces questions. Nous allons engager des gens ici, et on va lui dire, que voulez-vous chercher ? C'est quoi votre question ? Et si la question est intéressante, on l'engagera. Pas parce qu'elle fait partie d'une stratégie de l'Institut, mais parce que la question est importante, parce que la question est différente, parce que la question peut-être même est subversive d'une manière ou d'une autre, qu'elle va changer par elle-même en posant cette question-là, on va changer l'aspect de ce qu'on regarde. Très souvent en science, on arrive à une solution parce qu'on a posé la question différemment. D'accord ? Il y a des gens qui peuvent faire de la recherche pendant des années, ne trouvent pas de réponse. Quelqu'un de nouveau va venir, va regarder au même problème, et en science c'est toujours les mêmes problèmes, il ne dépend pas où on se trouve, d'accord ? Le problème est le même si on se trouve ici ou à New York ou à Paris, mais la question, la personne qui va venir va poser la question d'une manière différente. Et ce que nous avons ici, c'est un groupe de gens dont nous leur donnons la possibilité, la liberté de poser toutes les questions. Dans l'esprit, exactement dans l'esprit de la culture juive, on dit, c'est pas parce qu'on vous a dit que c'était impossible que ça ne peut pas se faire. Est-ce que ça serait une clé, ce que vous dites maintenant, pour une forme d'intégration
de la communauté orthodoxe en Israël qui est aujourd'hui peut-être à la croisée des chemins pour certains, c'est-à-dire qui restent par des dizaines de milliers dans le cadre des yeshivot traditionnels, mais d'autres qui voudraient peut-être rentrer dans la vie professionnelle. Est-ce que justement, par exemple, vous pensez que quelqu'un qui a été pétri d'enseignement ou d'éducation du Talmud peut apporter une réponse qu'un chercheur n'a pas peut-être obligatoirement trouvé? À la seule condition qu'il étudie effectivement les sujets dans lesquels nous devons travailler. Je veux dire, je ne crois pas que quelqu'un qui n'a aucune connaissance en sciences, en mathématiques, physique, chimie ou quoi que ce soit peut venir et poser une question différemment. Non, ça je ne crois pas. Par contre, je pense que l'esprit dans lequel ces gens étaient éduqués, si on pouvait leur rajouter tous les éléments de base, les mathématiques, la physique, la chimie, ce qu'on appelle core curriculum, ces gens-là deviendraient des chercheurs exceptionnels, j'en suis persuadé. C'est parce que leur attitude intellectuelle est telle qu'effectivement ils vont rechercher. Quand on regarde ce qui se passe dans ces yeshivot, c'est rechercher. Soit pour soi-même parfois, mais c'est rechercher. Et cet esprit où on ne va jamais arrêter à poser la question, on ne va jamais arrêter à essayer de trouver la bonne réponse. Et il n'y en a pas toujours une. Encore une fois, c'est un grand avantage de ce genre d'éducation, pour permettre à ces gens-là effectivement de s'intégrer dans le domaine scientifique et de devenir de très bons chercheurs. Mais pour le faire, il faut changer le mode d'éducation orthodoxe et y rajouter tous les éléments de base que les enfants qui vont dans des écoles normales ont le droit d'apprendre. Ça m'amène à vous poser une question plus générale sur la société israélienne. Vous avez parlé de cette société qui vous avez passionné lorsque vous avez fait votre alia. Israël a changé depuis 40 ans. C'est un État qui, aujourd'hui, peut-être se redéfinit différemment, peut-être plus juif que démocratique. Il y a toujours un débat autour de cela. Où vous vous situez vous-même dans ce genre, dans ces problématiques actuelles qui suscitent beaucoup de débats dans la société israélienne? C'est intéressant, parce qu'encore une fois, on se retrouve dans la contradiction. Ce qui m'étonne toujours, c'est que les gens ne sont pas capables de vivre dans la contradiction. Je pense que Israël et les Israéliens sont des gens qui doivent apprendre à vivre dans la contradiction. Ce qui est unique en Israël, c'est le fait que nous n'avons pas besoin de définir chaque chose. Et qu'en fait, une définition, très souvent, va stopper, va arrêter tout ce qui fait partie de nouvelles idées. D'accord ? En essayant de définir, par exemple, on appelle Israël un État juif et démocratique. Si vous me demandez ce que ça veut dire exactement, je ne sais pas. Mais je peux vivre dans ces contradictions. J'y arrive. Et je pense que beaucoup de gens y arrivent ici. L'étranger qui vient ici ne comprend pas. Je pense qu'on peut être juif et démocrate, ou une démocratie juive. Je ne peux pas l'expliquer. Mais en tant qu'Israélien et juif, je peux le vivre. J'arrive à naviguer dans ces contradictions. Et je pense que ces contradictions, maintenant, sont un avantage. Le fait que nous n'avons pas défini, en fait, donne beaucoup plus de liberté. Quand on définit quelque chose, on met tout le monde dans la même boîte, tout le monde dans la même, dans la même direction, et on oblige pratiquement les gens à penser de manière spécifique. Le fait qu'il n'y a pas de définition, ou que c'est difficile de trouver une définition, ou qu'il y a même des contradictions, va nous permettre de vivre dans un monde qui est beaucoup plus libre, en fait, où il y aura plus de liberté, où chacun peut effectivement tirer un petit peu de son côté. Je ne suis pas contre. Mais tout ça fonctionnera à condition que le but final, ou pas le but final, mais je veux dire, on arrive à former une communauté qui va défendre des intérêts communs. Je pense que ça existe encore aujourd'hui. Les intérêts communs à l'État d'Israël existent encore. C'est un pays qui a, quand on regarde ce qui était fait ici depuis 70 ans, 71 ans, c'est-à-dire c'est extraordinaire, donc ça fonctionne d'une manière ou d'une autre. Très peu de pays... Même si on parle beaucoup des clivages qui séparent les différents courants, parce que le président de l'État a parlé des 4 tribus d'Israël. Oui. Encore une fois, je pense qu'il définit ici ce qui est remarquable en Israël, ce qui est pratiquement unique en Israël. Aller en Suisse et demander que définit un Suisse. Et les Suisses vous disent, ce qui définit un Suisse, c'est que nous ne sommes pas ni italiens, ni français, ni allemands, ni autrichiens. Intéressante définition. Que va définir un Israélien? C'est quelqu'un qui fait partie, parfois d'une manière mixée, d'une manière mélangée de ces tribus, qui fait partie de la discussion, qui fait partie de la non-définition. Et je pense que le peuple juif a vécu pendant 2000 ans dans cette non-définition, de ce manque de définition. Et j'aimerais le garder et le continuer. Alors je comprends effectivement qu'il y a un clivage, parce que certaines personnes essaient de tirer ça à leur direction. Mais je pense qu'il y a toujours un intérêt commun. Je pense que tout le monde comprend très bien que le peuple juif a besoin d'Israël. Je veux dire, on ne peut plus s'imaginer aujourd'hui la vie du peuple juif sans Israël. Sans Israël. C'est un grand changement. Depuis 70 ans, la plupart, aujourd'hui, la majorité, ou presque la majorité des Juifs vivent en Israël. L'autre communauté se trouve aux États-Unis. Elle risque de disparaître, cette communauté, à cause
de mariage mixte. Est-ce que c'est un drame? Est-ce que c'est terrible que la communauté juive aux États-Unis ou en France va disparaître? Je fais partie des gens qui pensent que non, ce n'est pas, c'est dommage, mais c'est l'évolution, et que le peuple juif va devenir un peuple peut-être plus comme les autres, qui vivra en Israël uniquement, avec une communauté beaucoup plus réduite à l'extérieur. Et là vient maintenant le plus grand problème. Il y a un fameux philosophe russe, Borokhov, qui a défini, ou qui a donné une définition d'une minorité qui ne vit pas sur sa terre. Quand une minorité vit pendant de longues années, pas pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais pendant des centaines d'années sur une terre étrangère, cette minorité va faire partie de l'élite, en fait. Ce qui est en fait l'histoire du peuple juif. Une minorité qui a vécu sur des terres étrangères, qui n'avait pas le choix, à cause de l'antisémitisme, à cause du fait qu'ils n'ont pas le droit d'appartenir à cette terre-là. La seule chose qu'ils ont pu faire, c'est utiliser notre cerveau pour devenir qui nous sommes. Maintenant, nous devenons israéliens. Nous avons une terre, nous avons des fermiers, nous avons des policiers juifs. Un policier juif n'existait pas il y a 100 ans. D'accord ? Un soldat juif, pratiquement, n'existait pas il y a 100 ans. Donc la valeur du judaïsme aussi va changer. Ça prendra encore un siècle ou deux. Mais je suis sûr qu'Israël sera un pays différent, effectivement. Mieux, moins bon, je ne sais pas. Je ne fais pas partie des gens qui peuvent faire ce genre de prédiction-là. Mais effectivement, il y aura moins d'immigrants, il y aura plus de culture locale. Et j'espère qu'on arrivera à garder ces communautés, en fait. Parce que je pense qu'elles ont une valeur. Le fait qu'il y ait des gens différents, avec des histoires différentes et des cultures différentes, est une énorme valeur en Israël. Beaucoup de gens regardent ça comme un problème. Moi, je vois ça comme une valeur. Je le vois ici. À l'Institut Weizmann, nous avons des gens qui viennent du monde entier. Et une des choses que j'essaie de faire toujours, c'est d'amener le plus d'étrangers possible, d'internationaliser l'Institut. Parce qu'encore une fois, comme je dis, les problèmes sont les mêmes, mais des gens différents voient les problèmes de manière différente. Et donc il faut garder cette diversité des gens qui habitent ici. Bien, professeur Daniel Zaichmann, merci beaucoup. On aurait eu envie, dans l'esprit de cette conversation, de continuer à vous poser des questions, parce qu'il y en a beaucoup qui nous interpellent. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à ces questions au moins aujourd'hui. Merci de nous avoir éclairé sur votre carrière, sur l'Institut Weizmann que vous avez présidé pendant ces 13 dernières années. Et on vous souhaite bonne continuation. Vous êtes encore jeune. Quels sont les projets pour l'avenir ? Oh, il y en a tellement qu'on ne peut même plus les compter. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci.